Bonjour à tous. Je suis ravie d'animer cette table ronde. C'est la deuxième année consécutive que j'interviens à l'InsurDays organisé par Finance Innovation pour mettre en valeur les nouveaux acteurs de l'assurance. Et donc pour parler du thème de ce jour, qui est le thème de l'engagement des néo-assureurs, c'est un thème qui est très ancré dans le fil conducteur de la journée. Je suis accompagnée de trois nouveaux acteurs de l'assurance en France, représentés par Julien pour Luco, Ralph pour Achille et Jean pour Mila. Et je vais les laisser se présenter en quelques secondes. Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis chez Luco depuis 3 ans en tant que Chief Actuary. Auparavant, j'étais aussi Chief Actuary chez l'Olivier, donc la filiale française du groupe Admiral. Bonjour, moi je suis Ralph Rumi, je suis cofondateur d'Achille. Ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans l'industrie de l'assurance. J'ai été dans une compagnie traditionnelle, comparateur d'assurance, comparateur de crédit et après dans une grosse boîte de marketing digital. Bonjour à tous, pour ma part c'est Jean Boucher, cofondateur chez Mila. Avant j'ai passé 20 ans dans une grande compagnie d'assurance. Et Mila, on est une compagnie d'assurance qui a été créée il y a 1 an dans l'univers de l'immobilier. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire, alors pour Mila c'est un petit peu fait, mais dans quel périmètre assurantiel intervient votre structure aujourd'hui ? Oui. Donc Achille, c'est une compagnie d'assurance d'environ 50 personnes. On travaille dans plusieurs branches. On fait de l'habitation, de la santé, du chien-chat, de l'auto, de la P&O, du casse-vol. On fait beaucoup de produits. On est compagnie d'assurance. On est notre agrément en mai 2021. Ça fait 2 ans qu'on existe. On a 175 000 contrats en 1 an et demi de production, un peu moins d'1 an et demi de production, pour à peu près 60 millions de GWP en 1 an. Merci. Donc Luco, on est principalement axé autour du foyer. Notre produit phare, c'est de l'assurance habitation. On est devenu assureur également avec l'agrément depuis le rachat d'une entreprise en Allemagne qui s'appelle Koya. Et donc, à part ça, on a également lancé de l'assurance emprunteur cette année. Et on fait aussi du chien-chat en Allemagne. Mais voilà, nous, on est quand même vraiment axé sur l'assurance habitation. Et Mila, vous voulez peut-être rajouter un petit mot ? Donc Mila, nous, on est très présent en fait sur différentes niches en fait, dans le monde de l'immobilier. Notre gros produit, c'est l'assurance loyer impayé. Notre modèle, c'est distribué par des courtiers. On fait en interne le reste de la chaîne de valeur, en particulier la gestion des sinistres. On est petit, on a 26 collaborateurs, principalement à Paris et à La Rochelle. Merci. Donc c'est vrai qu'en général, quand on fait intervenir des InsurTech, c'est pour parler innovation, c'est pour parler digital. Et c'est vrai que c'est au cœur de votre ADN, mais vous avez quand même de plus en plus à cœur d'avoir un impact positif, que ce soit sur la société ou sur l'environnement. Et vous avez à cœur d'intégrer les enjeux RSE dans votre stratégie, dans vos business models et aussi dans votre manière de fonctionner. Et c'est vrai que le fait que vous avez un agrément, et là on a vraiment 3 structures qui ont eu l'agrément, donc qui remontent au niveau de la chaîne de valeur, au niveau du portage de risque, ça permet aussi d'avoir un impact sur la mécanique cœur assurantielle et du coup de pouvoir faire aussi faire bouger les choses en termes d'impact positif sur les mécanismes assurantiels. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire le tour du sujet, de l'engagement de ces néo-insureurs. Alors on ne va pas pouvoir tout traiter en une demi-heure d'intervention, mais l'idée c'est de se faire un premier tour d'horizon avec 3 visions qui vont vous paraître peut-être par certains points assez proches, mais finalement dans leur déclinaison qui peuvent avoir leur variété. Alors la première question introductive que j'avais, c'est qu'est-ce que pour vous une assurance engagée et comment vous le traduisez dans votre business model aujourd'hui? Et pour commencer, on commence par Luco. Merci. Être une assurance engagée, c'est très compliqué à définir, il y a énormément de points. Pour nous, le principal avant tout, c'est d'offrir un produit d'assurance qui soit fair. Je suis désolé pour tous les anglicismes que je vais dire aujourd'hui, mais je pense qu'on est nombreux à le faire ici. Donc, qui soit fair vis-à-vis du client.
Pour nous, le premier point sur lequel on appuie pour être fair vis-à-vis du client, c'est notre give back. Je ne sais pas si tout le monde le connaît ici. On n'est pas les seuls à le faire dans le monde non plus, donc on va pas trop tirer la couverture sur nous. Mais l'idée, c'est d'avoir un modèle où on va enlever tout conflit d'intérêt. Et en gros, si on ne rembourse pas un sinistre, finalement, ce n'est pas Luco qui va gagner de l'argent, mais c'est l'association. Et vice-versa, si un client nous fraude, en fait, ce n'est pas Luco qui le va frauder, c'est une association caritative. Donc on essaye d'enlever le biais de conflit d'intérêt qui est au cœur même du modèle de l'assurance. Et donc ça, c'est un engagement très très fort. Donc vraiment, nous, il y a tout ce côté protéger le client, offrir le meilleur service possible, ne pas faire ce qu'on appelle dans le jargon de price walking, on y reviendra peut-être un petit peu après. En gros, ne pas prendre des clients pour des portefeuilles, si je peux me permettre, et vraiment essayer de leur apporter un maximum de valeur. Je crois que j'ai que 2 minutes, donc je vais m'arrêter là. On peut parler rapidement quand même de la certification B Corp. On peut parler de B Corp. Alors ça, c'est plus quelque chose qui nous engage nous-mêmes. Le problème quand on est une start-up, scale-up, c'est que tout va à 1000 km/h, ça va trop vite, on n'a pas le temps de se poser. Et en fait, nous, on est certifié B Corp depuis 3 ans et ça nous oblige à un cadre qui nous oblige à travailler d'une certaine façon. Et donc, toutes les actions qu'on prend doivent forcément rentrer dans le B Corp. Donc, il y a énormément de choses, la diversité, la neutralité carbone. Donc, ça va vraiment toucher tous les aspects du RSE. Et c'est un engagement fort en fait, qu'on prend envers nous-mêmes et qui nous oblige à toujours rester dans une ligne. C'est très clair, merci. Ralph? Oui, moi je vais parler de mon engagement dans l'assurance et pourquoi on a fait une assurance engagée. Moi je suis le fils d'un papa qui travaille dans l'assurance, mon frère travaille dans l'assurance, j'ai fait des études d'actuariat, je travaille dans l'assurance. Toute ma vie, je remplissais les petits mots à l'école pour voir qu'est-ce que faisait ton papa comme métier. Je m'étais assureur et on me disait toujours c'est un voleur, l'assurance c'est pas beau et autres. Et quand j'ai monté plusieurs boîtes, je les ai revendues et quand je me suis dit je vais me mettre à retravailler, je me suis dit je vais retravailler pour redonner un peu de lettre de noblesse à l'assurance. Et j'ai envie qu'on arrête de dire que les assureurs c'est des voleurs. Donc l'essence même de la création d'Achille, c'était socialement, sociétalement, j'avais envie d'offrir un tarif, un prix et une assurance fair. Comme on a dit tout à l'heure chez Luco, pour les assurer. Comment on fait ça? Avec de la technologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui chez Achille, on est à peine 50 personnes, on a 175 000 assurés. Dans une compagnie traditionnelle, c'est pas comme ça que ça se passerait. On a réduit tous les coûts, du coup ça permet de redonner du pouvoir d'achat à la personne. Donc nous, on ne fait pas de kickback, mais le tarif en lui-même est déjà un kickback. C'est-à-dire qu'on est 30% moins cher que la plupart des tarifs sur le marché. Du coup, l'internaute s'y retrouve. Donc on a décidé de faire ça. Et deuxième chose, la chose que j'entendais le plus dans mon métier d'assureur, c'est que quand les gens ne se font pas rembourser, si vous êtes des voleurs, vous m'avez mis trop de garanties, je ne les avais pas demandées, vous avez fait des packages que je n'ai pas vus. Donc on a tout dissocié. Et en fait, aujourd'hui, l'internaute et l'assuré, il choisit garantie par garantie. Et il est couvert uniquement pour ce qu'il a choisi et pas pour ce qu'on lui a imposé. Du coup, ça permet d'éviter tout problème. Autre chose, on ne peut pas parler d'engagement sans B Corp et autres. Donc on est en cours de certification B Corp. C'est très compliqué. Donc je vois par où ils sont passés. J'applaudis grandement. C'est très très compliqué. C'est compliqué d'essayer d'être vert aujourd'hui et d'essayer de faire les choses, mais on prend plus l'avion, on fait attention à notre bilan carbone, on est zéro papier depuis le début. Presque 40% de nos salariés viennent en vélo. Voilà, on essaie de faire le plus de choses possible par rapport à ça. Jean ? Pour continuer, pour moi, le principal sujet, c'est l'inclusivité. Alors c'est pas nouveau, hein, mais en tant qu'assureur, on est là pour protéger des foyers ou des entreprises. Et le risque, c'est de mettre de côté ou parce qu'on a des prix trop importants ou parce qu'on exclut complètement des segments de clients. Donc le sujet évident, hein, c'est le sujet climatique, hein, par exemple, où ça va devenir de plus en plus difficile d'assurer des maisons dans certains endroits. Aux US, on a déjà des primes à $20 000 en Californie pour assurer des maisons. Et je ne parle pas de la maison de Madonna ou des manoirs, hein, je parle d'un truc de base. On a aussi de plus en plus de data et donc pour nous c'est plus facile d'être très fin et d'être personnalisé dans l'approche. Donc pour moi voilà, c'est un des sujets qui n'est pas nouveau, hein, avec l'emprunteur par exemple on l'avait, mais qui va prendre je pense plus d'acuité. Alors chez nous qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Sur l'assurance loyer impayé, en fait on valide, hein, les locataires. Donc on a pas mal travaillé pour augmenter et pour élargir en fait la palette en termes de situation professionnelle des locataires qui étaient éligibles.
Par exemple, on va prendre des chômeurs, des intérimaires, donc des gens qui ne sont pas dans des situations professionnelles stables, typiquement ce qui est fait dans le crédit IMO, etc. Et ça, c'est un indicateur qu'on suit. Donc, environ aujourd'hui, c'est 30% en fait, des locataires qu'on accepte, qui sont dans des situations un peu fragiles. Et pour nous, derrière, en fait, c'est finalement comment est-ce qu'on facilite l'accès au logement. Et c'est une de nos raisons d'être. C'est très clair pour ces drivers. Et selon vous, est-ce que finalement, est-ce que c'est lié au fait que les clients attendent plus de ces nouveaux acteurs par rapport aux attentes qu'il peut y avoir vis-à-vis des acteurs historiques? Est-ce que vous pensez que voilà, les attentes de la société, les attentes des assurés sont plus portées sur vous en tant que nouvel acteur par rapport à ce qu'ils peuvent attendre d'un acteur traditionnel et historique? Pour démarrer, c'est Ralph. Je vais démarrer. Pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, un assuré, ce qu'il attend d'Achille, c'est surtout un prix avec une garantie et des prix qui sont bons. Donc c'est la cerise sur le gâteau qu'on soit green et que ça se passe bien. Mais je ne reçois pas souvent de messages de mecs qui me disent merci pour votre assurance, elle est sans papier, mais plutôt merci parce qu'on n'a pas payé cher ou merci parce qu'on est bien couvert. Donc on a bien entendu la notion de prix qui est très important. Après, c'est plus pour la notion des salariés qu'on va faire venir chez nous, qui eux sont très demandeurs de notre politique RSE et de s'assurer qu'on fait bien attention à tout ça. Mais en termes de population et de clientèle, on n'a pas vraiment de personnes qui nous demandent ça. Chez Luco, c'est le même constat ou... Non, je pense que c'est là qu'on diffère. On a une vision où on pense, et pour l'instant ça semble s'appliquer, que le client est justement en attente de quelque chose de différent. Alors certes, il veut un produit fair et un bon rapport qualité-prix, mais il attend aussi autre chose. Nous, on pense que tout ce qu'on a mis en place, le give back, c'est très important pour nos clients. On a des services complémentaires, donc je pense notamment à Dr House. Nos clients peuvent avoir un petit call d'environ un quart d'heure en visio avec un expert du bâtiment qui va venir regarder son appartement. Moi, je l'ai fait chez moi. Il m'a dépanné, il m'a donné 2-3 petits conseils. J'y connais absolument rien en bricolage, mais on peut aider, notamment donner des conseils sur l'énergie, des choses comme ça aux clients. Et donc, nous, on pense que ça fonctionne. On pense que c'est ce que le client demande aujourd'hui. Il ne veut pas que du prix. Et aujourd'hui, nous, notre grande fierté, c'est qu'on a plus de 40% des clients qui viennent chez Luco de façon organique. Et donc ça, pour nous, c'est bien la preuve qu'il y a un vrai bouche à oreille qui existe et que les gens se passent le mot et se disent « va chez Luco » parce qu'en plus d'avoir un bon prix, c'est une vraie entreprise sur laquelle tu peux compter et qui a un engagement positif pour la société. Côté Mila, est-ce que vous êtes tiré par les attentes de vos assurés, de vos clients? Alors, moi, mon sentiment, je suis assez en phase avec Ralph, c'est que par rapport aux notions qu'on met derrière le RSE, je ne suis pas sûr qu'il y ait des attentes particulières de la part des clients. Par contre, et là je vais rebondir en fait sur ce que disait Ralph, quand on parle d'assureurs voleurs, un des points en fait que reprochent de temps en temps les clients aux assureurs, c'est ils pensaient être assurés, ils n'ont pas été remboursés, quoi. Donc ils ont payé une prime pour rien. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Donc derrière, c'est pas parce que les assureurs ne veulent pas rembourser, c'est parce qu'on a des contrats compliqués et personne ne les lit, bien sûr. Et donc ça, ce sujet sur la transparence, c'est un sujet, je pense que nous tous, on travaille. C'est comment avoir des contrats un peu plus simples qui ne réservent pas de mauvaises surprises. Et ça, je pense que ça, par contre, c'est une attente du marché. Il y a aussi des assureurs plus historiques qui travaillent dessus, mais qui est assez prégnante pour les nouveaux acteurs. Oui, de la pédagogie, de la transparence. J'avais juste une petite précision. Je répondais à la question, est-ce que les clients attendent de nous pour les RSE? Ça ne veut pas dire que nous, on ne le fait pas. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que nous, il n'y a pas de service quand le client vient chez nous. Ça veut dire qu'on fait attention à ça, mais ce n'est pas là-dessus qu'on communique pour qu'ils viennent. Et c'est pas, selon moi, ce n'est pas pour ça qu'ils viennent. Maintenant, quelqu'un qui vient s'assurer aujourd'hui, il a pris l'habitude d'avoir plein de services qui sont gratuits autour, il faut les donner. Mais à la réponse, est-ce qu'ils viennent pour ça? Moi, je pense que non. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les faire. Vous voulez réagir? Non, je voulais rien ajouter. Ok, très bien. Donc on voit bien qu'il est à minima indispensable d'être au niveau attendu par la société, même si les clients ne viennent pas pour ça.
comment éviter d'être uniquement dans la promesse, d'être dans le discours marketing et tenir ses engagements finalement dans la délivrance du service jusqu'au sinistre et jusqu'à la gestion du sinistre, et éviter de tomber dans le greenwashing, on en entend beaucoup parler. Voilà, comment faire pour que l'assurance ne tombe pas dans le greenwashing et assurer le client qu'on l'accompagne jusqu'au moment du sinistre pour assumer la promesse qu'on lui a donnée au départ. Alors, ouais, c'est compliqué la question du greenwashing. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des assureurs qui ont pris des approches complètement radicales aujourd'hui là-dessus, du type on n'assure plus les voitures diesel, on n'assure plus des logements énergivores, parce qu'on assure aussi ce que les Français ont, et donc on évolue au fur et à mesure l'évolution de la société. Voilà, même les acteurs les plus engagés. Après, on fait tous des petits pas, on en a mentionné. Peut-être qu'un risque qu'on peut connaître, c'est le risque en fait, de décalage entre le discours. On ne sauve pas complètement le monde, et ce qu'on fait dans la pratique. Après, ce qu'on dit, on doit le faire et l'assumer jusqu'au bout. Donc, on parle de promesses en termes de services, de délai de réponse, etc. Et puis, de toute façon, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ce qui peut nous revenir, on a intérêt à le tenir, c'est clair. Ralph, petit mot à dire sur le sujet. Oui, donc en termes de greenwashing, c'est très important, exactement ce que tu disais. Si on fait des promesses qu'on ne tient pas, on va avoir beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. Moi, on a plus vécu le greenwashing de nos confrères assureurs et autres qui nous disaient vos tarifs sont trop bas, ça tient pas, les garanties sont forcément pas bonnes et ainsi de suite. Et c'est plus là-dessus qu'on a dû montrer. Aujourd'hui, on montre que ça marche. On sera rentable après 1 an et demi d'existence. À partir de janvier, on commencera à être une société rentable après investissement. Donc pas rentable sans investir. Donc on a montré qu'on est capable de gagner de l'argent, d'apporter des tarifs pas chers, de rembourser les sinistres comme il faut et ainsi de suite. Donc ce niveau de greenwashing était plutôt de ce côté-là. On veut apporter un tarif pas cher pour les gens, mais pas que du pas cher, avec des vraies garanties. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à montrer. Et moi, j'avais un tout petit coup de gueule par rapport à ça. C'était plus par rapport aux associations et autres. On fait plein de choses, nous, pour nos contrats. Par exemple, pour les animaux, on reverse 5 € à la SPA. Ça ne sera pas la SPA, mais on reverse 5 € à des associations pour les animaux à chaque fois qu'on a une souscription. Et on a eu 22 refus d'associations de recevoir notre argent. On était trop petits, pas connus, pas bons pour leur image. C'était incroyable. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Mais ça a fait beaucoup de peine à ma responsable de la communication, qui est une engagée fervente dans tout ce qui est la défense des animaux et dans la planète et ainsi de suite. Et elle s'est dit, c'est pas possible, on veut donner de l'argent, on nous répond que c'est un business. En une autre anecdote comme ça, en auto, on plante un arbre à chaque contrat vendu. On a appelé une société pour planter les arbres, on avait mis tout un système. Et la société nous a répondu, non, moi je suis juste un courtier en arbres. Moi, votre système, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est gagner de l'argent sur mes arbres. Donc voilà my package. Vous m'envoyez un chèque en précommande au début du mois et ensuite on plantera un arbre. Et donc, moi, j'aimerais bien faire évoluer la planète, mais ça serait bien que les gens qui sont dans ce milieu-là, ils considèrent que c'est pas qu'un business et que quand nous, on essaye de faire des choses, que ça soit dans les deux sens. Et j'ai trouvé ça un peu triste quand même. Oui, que la filière s'ouvre un petit peu et... Ouais, ok. Je ne suis pas l'expert, malheureusement. Raphaël aurait été beaucoup mieux placé que moi pour parler de tout ça, mais c'est des sujets qu'on débat, donc je suis un peu au courant. Nous, au tout début de Luco, quand on a mis en place le give back, il y a eu ces questions-là qui se sont posées. Et la différence, je pense, c'est qu'il y a une différence entre le sponsoring et le mécénat. Et donc, nous, on est vraiment partenaire des associations caritatives. On appelle ça des NGOs chez nous, des ONG. Avec lesquelles on travaille. On en a choisi peut-être des plus petites à notre taille. Il y en a 4 en France. Le client, en fait, à chaque fois qu'il vient chez Luco, choisit la cause qu'il veut soutenir pour son give back. Et donc, sur le long terme, pour l'instant, ça semble très bien marcher.
Mais c'est vrai qu'on a une... bon, on en a choisi des plus petits, c'était peut-être ça le truc de base, je sais pas. Mais vous pouvez expliquer justement la différence entre sponsoring et mécénat ouais, en gros, on ne se contente pas d'aller voir des gens et juste d'envoyer de l'argent. Donc on est... je ne sais même plus le nom qu'on a, mais en gros, on a une dizaine de jours par an environ pour chaque salarié de Luco, où on va venir travailler, enfin en tout cas faire du bénévolat plutôt, dans les NGOs avec lesquels on travaille. Donc on est vraiment imbriqué toute l'année, on ne se contente pas juste d'envoyer un chèque une fois par an, on travaille avec eux tout au long de l'année, on finance des projets spécifiques, on ne leur envoie pas un chèque en fait, hein. On est vraiment en train de travailler avec eux, on les aide sur certains points. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de plus long terme qu'on a essayé de construire avec eux. Presque un partenariat avec des ONG. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile. Après, il faut à minima pouvoir ouvrir la discussion, quoi. Ouais, on en a pris des toutes petites hein, au départ. Hein. On n'est pas allé chercher la SPA, quoi. Hein. C'est des beaucoup plus petites ONG qu'on a sélectionnées. Et comment faire? Je pense que le Bicorp aide énormément, donc c'est un peu ce que je disais au tout début. En fait, on est obligé de se cadrer, de se mettre un framework, sinon on va trop vite s'éparpiller. Mais c'est ultra difficile de respecter ses engagements. Par exemple, la diversité, au COMEX de Luco, il y a un an de ça, il y avait une majorité de femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus que des hommes blancs. Franchement, ça fait chier, quoi. Enfin, excusez-moi, mais on essaye vraiment, mais dans les offres d'emploi qu'on poste sur le net, on reçoit 80% de candidats hommes. Donc c'est super difficile en fait de faire de la diversité, de respecter nos engagements. Ben, en fait, ça nous coûte plus cher, ça nous prend plus de temps, mais on le fait parce qu'on pense qu'il y a des bénéfices à très long terme. Alors les bénéfices, il ne faut pas les attendre sur le court terme, mais on pense que sur le très long terme, il y a des bénéfices à respecter ces engagements-là, à faire de la diversité, etc. Et donc, ça nous prend du temps, de l'argent, mais on le fait. Voilà. Bon, je pense que sur la mixité, il n'y a rien qu'à voir les participants aujourd'hui. Je pense qu'on est globalement dans la moyenne. Et justement, ça fait lien avec ma question d'après. C'est sur, au-delà des dispositifs que vous mettez en place vis-à-vis de vos clients, c'est plutôt les initiatives que vous mettez en place en interne au niveau de l'entreprise. Alors ça peut être des sujets autour de la sobriété numérique, sur l'impact de vos locaux, alors même si vous avez plus forcément de locaux fixes, et sur vos politiques RH qui peuvent être plus ou moins inclusives. Je ne sais plus qui devait prendre la parole en premier, je crois que c'est Ralph. Alors je m'y colle. La politique aujourd'hui chez Achille, en 2022-2021, on ne peut plus recruter des gens sans avoir de vraies politiques intéressantes pour les salariés et avec une vraie vision. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui nous chez Achille? On a plusieurs choses. On a signé un pacte de la diversité. Donc c'est des choses importantes. On est deux cofondateurs chez Achille, on est tous les deux issus de la diversité. Que ce soit diversité de région, diversité de formation. Mon co-fondateur n'a pas de diplôme, est autodidacte. Et aujourd'hui, il est vice-président du compagnie d'assurance qui fait 60 millions d'euros de JWP. Les salariés sont donc à l'image de ce qu'on est et de ce qu'on a été. Du coup, on est très impliqué dans la diversité. On a beaucoup de gens qui viennent d'horizons très différents. On a des gens au même poste qui ont fait normal sup et qui ont un CAP de pâtissier, pratiquement. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça. On prend plus de gens qui ne viennent pas du monde de l'assurance. Au contraire, à qui on donne des chances et qu'on forme pour pouvoir leur apprendre. Donc ça, c'est un pacte, c'est l'ID Pact qu'on a signé. Il y a à peu près 12 points qu'on ne va pas citer là aujourd'hui qui nous permettent... ID Pact pour inclusion, pour diversité. Pour l'inclusion, diversité, voilà. On a signé ça. On a signé aussi autre chose. On a 50 salariés chez Achille. La moyenne d'âge est allée de 31 ans. À cause de moi, ils prennent un demi ou voire 3/4 de point dans la gueule. On a 23% de nos salariés qui ont des enfants. Donc on a signé un pacte pour la naissance. Et c'est quoi? Donc il intervient à trois niveaux de vie de la jeune maman ou du jeune papa. En amont, donc on offre 3 jours pour le... Comment dire?
Je vais passer sur le milieu. On prend 100% de la rémunération à la charge de la Sécu. On les avance pour que les parents n'aient pas de problème. À la fin de la grossesse, on met à disposition une salle quand la personne revient. On a organisé nos horaires de travail. Il n'y a plus de réunions entre 9h30 et 18h. On fait des réunions avant 9h30, après 18h, il n'y a plus de réunions, pour que les jeunes parents puissent pouvoir s'occuper de leurs enfants. On a mis à disposition une salle pour l'allaitement. Voilà, on fait toutes ces choses-là par rapport à ça. Et dans le premier, en amont, on a mis 3 jours de congé pour les fausses couches. Bien sûr en toute confidentialité, mais si les parents, que ce soit le père, la mère ou le couple, ont eu un problème de fausse couche, ben on a 3 jours de congés payés. Voilà, on a une dizaine de choses comme ça qui sont mises en place par rapport à l'accouchement. Je passe le Bicorp, je passe le baby-foot, je passe les soirées escape game et les quiz du soir. Et on fait 2 apéros par mois, pas par semaine, sinon j'aurais des problèmes. On aurait encore plus de naissances et ça poserait souci. Donc voilà, 2 apéros par semaine en plus. Par mois. Par mois. J'y tiens parce qu'en fait c'est par semaine, mais j'ose pas le dire. Jean, de votre côté. Alors nous, il y a certains sujets, par exemple, alors qui sont évidents pour nous, mais comme pour toutes les startups ou les boîtes digitales, hein, par exemple, on n'imprime pas de papier, ça n'existe pas. Alors sur des sujets plus importants, on travaille aussi sur la partie RH côté diversité. Voilà, on suit des indicateurs en termes de tranche d'âge qu'on recrute sur la partie du genre. Et on fait attention à ce que voilà, il y ait des postes clés à responsabilité qui soient aussi pourvus par des femmes, par exemple. Sur nos 4 fonctions clés, enfin vous savez, dans l'assurance, il y a 4 fonctions clés, actuariat, risque, conformité, audit. On en a 3 sur 4 qui sont occupés par des femmes. Donc ça, c'est un sujet important. Et un des sujets aussi sur lequel on travaille, qui n'est pas si facile que ça, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On travaille pas mal chez nous, hein, je pense, comme chez mes confrères. Et donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on donne suffisamment de flexibilité pour qu'en même temps, les collaborateurs, collaboratrices, ceux qui ont une vie de famille, consacrent du temps à leur travail, mais aussi puissent se retrouver chez eux et avec leurs proches. Pour donner un exemple, nous, on a une politique de télétravail qui est, je pense, un peu moins flexible que Luco, par exemple. On demande aux gens de venir 2 jours par semaine. Voilà, si quelqu'un, pendant le mois d'août, veut faire de télétravail pendant tout le mois d'août parce que sa famille est à l'étranger, retrouve sa famille à l'étranger, etc., ça ne nous pose pas de problème. Donc c'est des petites choses qu'on met en place pour que les gens s'y retrouvent, quoi. Et chez Luco, Julien? Alors, je vais essayer de tout citer, mais c'est un peu dur parce qu'on a une team people, comme on dit, qui est assez incroyable. J'ai oublié aussi, je voulais préciser au niveau de l'engagement qu'on se met envers nous-mêmes. On est un peu plus de 200 aujourd'hui chez Luco. On a 2 personnes qui travaillent à plein temps sur l'engagement. Il y a 1% du staff qui est juste là pour s'assurer qu'on est Bicorp et qu'on a un impact positif sur la société. Excusez-moi, j'ai dit engagement, je veux dire impact. On a mis énormément de choses en place chez Luco. Je pense il y a pas mal de gens qui doivent les connaître. On n'est pas trop mauvais pour marketer ça. C'est un point très important pour recruter les collaborateurs. On a le full remote. Mais c'est très différent parce que nous on classifie les gens selon qu'ils soient soit full remote, donc vraiment on a des gens en Afrique du Sud, au Ghana, on demande juste un fuseau horaire de plus ou moins 3 heures autour de Paris, parce que sinon c'est un peu compliqué pour travailler, pour s'assurer que les gens ont une vie à peu près normale. On a les congés illimités. Alors ça, les congés limités, c'est presque un problème. Donc on a les congés payés normaux, on a des RTT parce qu'on est au forfait 4, c'est la loi. Et les congés limités, on doit presque forcer les gens pour les prendre. C'est un peu le, je pense, mais on doit être certainement beaucoup de boîtes comme ça. On a des revues, en gros nos perf reviews qui sont 2 fois par an. Je pense que ça c'est très important de casser les codes. La plupart des boîtes font ce cycle annuel en fait, de revues de performance. Nous on pense que c'est beaucoup trop long 1 an. Il faut le faire beaucoup plus régulièrement, donc nous on le fait tous les 6 mois. La chose dont je suis le plus fier chez Luco, c'est la promotion interne. On ne va jamais aller recruter quelqu'un en externe si on pense qu'on a un talent en interne, quelqu'un qui a du potentiel même s'il n'a pas l'expérience qui va avec.
Moi, je suis super fier. Il y a peut-être des gens ici qui connaissent Léa. Léa, c'était la personne qui était responsable de la marque et de la communication chez Luco. Elle est devenue cet été notre VP Ops. C'est-à-dire que maintenant, elle gère tous les gens qui sont en contact direct avec les clients. Ça n'a rien à voir comme métier. Mais on pense que Léa, c'est quelqu'un de formidable, qui a un talent incroyable, qui demande qu'à exploser. Et donc, elle a accompagné, elle a des formations, et elle a pris ce poste-là. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus fort en fait, dans une entreprise quand on voit que les gens qui arrivent tout au sommet de l'entreprise, ce sont des gens qui ont commencé il y a longtemps et en bas. Enfin, elle n'était pas... mais voilà, et ça, c'est très important pour montrer l'exemple. Et voilà, j'y crois vraiment à ça. Ça marche. Justement, vous évoquiez, je vais rajouter une petite question, je crois qu'on a un peu de temps, mais engagement versus impact. Pourquoi c'est si important de distinguer ces deux notions ? Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais chez nous, l'engagement, en fait, l'engagement, on a l'engagement du personnel et l'engagement des clients. C'est un peu une valeur mentale à quel point nos clients ou notre personnel croient en Luco et souhaitent rester chez Luco. L'impact, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est le fait qu'on va tout mettre en place pour laisser une trace positive sur la société. Donc l'impact, c'est beaucoup ce dont on parle aujourd'hui. Et en fait, l'engagement dérive beaucoup de l'impact. En tout cas, nous, on y croit. Et donc, on pense que l'engagement du client vient de l'impact. On pense que l'engagement des collaborateurs vient de l'impact. C'est un peu ce que... Ralph en a parlé. Je pense que le fait qu'aujourd'hui, pour recruter des collaborateurs, il faut avoir des politiques d'impact très fortes. Je crois que là, il n'y a plus de questions. Les jeunes, aujourd'hui, nous viennent principalement parce qu'on fait du give back, parce qu'on a toutes ces choses-là, et parce qu'on est Bicorp. Pour les clients, c'est beaucoup plus long, mais nous, on y croit. Enfin, on en a déjà parlé. Je sais pas si... Ralph, Jean, vous voulez rajouter un point ? Oui, sur l'engagement, c'est ce qu'on disait. Hein, c'est des sociétés où il y a peu de personnes et on travaille dur. Donc, si les salariés ne sont pas engagés à 200% dans le projet, ça ne peut pas marcher. Et on ne peut pas les engager avec des carambars ou avec des fausses promesses. On doit les engager avec des vraies choses. Donc, changer un métier qui était vieillissant, qui avait une mauvaise image et de pouvoir y participer, il y a beaucoup de gens qui sont contents de le faire. On veut bien travailler dur. Moi aussi, nous, on a une politique aussi de télétravail qui est assez spéciale. Nous, les salariés chez nous, ont une seule journée de télétravail. Parce que justement, cet engagement, on est toute la journée avec nos t-shirts. Vous ne nous verrez jamais sans nos t-shirts Achille. On est à Achille, à la vie, à la mort. On est Achilleur jusqu'à la fin. Et je pense que c'est beaucoup plus simple d'être Achilleur quand tu es dans les locaux que quand tu es en télétravail. Et donc, du coup, ils ont une journée par semaine. Et bien entendu, comme tu disais, s'ils doivent partir un mois à l'étranger et qu'ils veulent travailler, ils vont le faire. Mais la plupart du temps, on est comme ça en télétravail. Pareil pour les congés, on doit forcer les gens à prendre des congés. Même ceux qui sont pas, nous c'est pas illimité, mais il y a vraiment cette envie de se dire, non, je peux pas partir, hein, j'ai encore les sinistres à faire, ou on n'a pas terminé de développer ça, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et chose aussi importante, la promotion interne, c'est la chose, c'est le nerf de la guerre. On n'a jamais été chercher une seule personne à l'extérieur pour faire un poste de direction évolutif, parce que ça serait pas juste. Tu peux pas avoir travaillé comme un fou au début quand c'était dur. Et maintenant que ça marche, on va chercher quelqu'un d'autre qui va t'apprendre ton métier alors que tu étais là depuis le début. Donc on fait que des promotions internes. On a des gens qui passent du care à la responsabilité des partenariats, des gens qui passent du sinistre au commercial. On a vraiment tout, mais on mise énormément sur les salariés. On a très peu de turnover. Et on favorise aussi le recrutement d'industries très différentes de la nôtre. Parce que j'ai une phrase que j'ai toujours, mais je ne pense pas qu'on puisse faire du neuf avec du vieux, même si moi je suis un vieux et j'essaye de faire du neuf. Mais quand quelqu'un a travaillé 10 ans dans une compagnie et qui nous dit non, c'était comme ça avant, ou c'est comme ça qu'on faisait, ou c'est comme ça qu'on doit faire, ça ne peut pas marcher dans les boîtes comme les autres, parce qu'on est justement en train de dire je ne veux pas qu'on fasse comme ça. Et donc on a eu certaines personnes au début, on s'est trompé dans le recrutement, on a eu certaines personnes qui avaient qui étaient restées chez AXA ou qui étaient restées chez Allianz, qui restaient dans tout ça et qui n'arrivaient pas à comprendre que nous on fait 20 CG par mois à rédiger et eux ils faisaient un CG par an. Et quand on leur dit tu vas m'en faire 20, ils disent non, on va pas en faire 20, je vais en faire 20 en 20 ans. Et donc c'est plutôt là-dessus qu'on a fait. Donc l'engagement des salariés pour nous est très important et voilà, on est Achilleur à la vie à la mort. Jean, si vous voulez rajouter quelque chose sur l'engagement versus impact.
Alors l'engagement pour nous, il passe principalement par 2 points. Un, c'est le fait pour les collaborateurs de faire partie d'une aventure collective de toute la boîte, ce qui est plus difficile à créer dans des très grosses entreprises en fait. Donc dans des structures comme nous, on travaille là-dessus. On essaye de casser toutes les notions de hiérarchie, de classe. Moi j'ai connu les Copains Assurance où les gens ils étaient 6A, 6B, et le sujet tous les ans c'est est-ce qu'ils allaient changer de classe, etc. quoi. Ce qui finalement les gens s'attachent à des trucs qui sont assez secondaires quoi. Donc tout ça on essaye complètement de le gommer, de ne pas en parler en fait. Bien sûr après les gens ils ont certains un peu plus de responsabilités que d'autres. Après nous on est fair en termes de rémunération etc. Donc, ça m'arrive de payer plus que ce que demandaient les gens au recrutement en fait. Donc on a une grille en interne, mais on ne va pas en parler, on ne va pas parler de ça. Et le sujet c'est comment est-ce que tout le monde travaille ensemble pour construire une belle aventure quoi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est la fierté d'appartenance qu'on travaille quoi. Et ça concrètement ça passe par voilà, ce qu'on peut faire sur le marché, comment est-ce qu'on peut prendre des parts de marché, comment est-ce qu'on a des retours des clients qui sont positifs. Pour nous, c'est 2 grands drivers en fait, de l'engagement. Et je crois que Madines avait sorti une étude, je crois que c'était en début d'année, où justement les InsurTech, il y avait 80% des InsurTech qui étaient au niveau en termes d'engagement. En revanche, ça tombait à 20 ou 30% sur l'impact réel de ces InsurTech sur les aspects sociétaux et environnementaux. Donc il y a encore une marche à franchir. Je vous remercie. Vous avez vraiment donné à la fois une vision alignée sur les convictions que vous pouvez avoir par rapport au sujet. On voit bien que c'est prégnant. Après, vous avez des manières assez différentes de les décliner à la fois dans votre proposition de valeur et aussi dans vos organisations. Et je pense que si des structures comme ILA, comme Achille, comme Luco arrivent et continuent à conjuguer la puissance d'innovation avec ces enjeux environnementaux et sociétaux, ça va forcément progressivement attirer toute l'industrie assurantielle dans un cercle un peu plus vertueux et dans une logique d'assurance plus universelle, comme vous le disiez Jean, et plus pérenne, plus long terme, c'est-à-dire on n'assure pas à court terme, on assure pour accompagner nos assurés de manière long terme dans l'atténuation de ces risques et aussi dans l'adaptation à l'évolution de la société et de l'environnement. Et je pense que voilà, vous êtes des bons représentants de cette cause-là. En tout cas, merci beaucoup. Et je vais laisser le micro. Bonne journée à tous.